Bonjour à vous tous, ravi, vous savez, de vous retrouver dans Ça fait débat, comme chaque jeudi sur Télésud et puis sur le numéro 23 le dimanche matin. Merci de votre fidélité. Vous savez, il existe la page Facebook Ça fait débat où vous pouvez venir liker et puis commenter, réagir. Elle est ouverte et en toute liberté d'expression, mais également le tweet CFD, tout simplement. Voilà, vous pouvez aussi vous amuser à reprendre les tweets et à communiquer avec la sphère, le monde digital de Ça fait débat. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission dans Ça fait débat. Le génocide rwandais, 20 ans après, un jugement a-t-il eu autant d'importance ? Est-ce qu'on peut dire que la France, elle est complice de massacres ? Ensuite, on va s'intéresser au Gabon, puisque après un nouveau gouvernement, un Premier ministre, eh bien, quelle stratégie pour le pays ? Et puis, le président Bongo qui lance sa guerre contre la pauvreté. On en parle ici même dans Ça fait débat. À Marseille, Pape Diouf, une candidature qui dérange. On va en parler. Et puis, le dernier sujet qui a retenu notre attention, on va s'intéresser à la Guinée équatoriale. Entre sagesse et ambition, vous savez, un enjeu économique. À qui ça profite justement ? On va en parler. Et puis un tout nouveau parmi nous, il s'agit de Doc Gynéco. Doc Gynéco qui vient ouvrir sa première édition sous la forme d'un billet d'humeur. Il va venir ici, il aura carte blanche pour traiter d'un sujet d'actualité chaque semaine dans Ça fait débat. Il est le bienvenu. Et tout à l'heure, on a rendez-vous avec lui juste à la fin de cette première partie pour le retrouver sur le sujet, l'affaire Dieudonné. Et puis en deuxième partie et dernière ligne droite, nous allons retrouver notre invité. Il s'appelle Mahmoud Ndongo. Il est photographe, cinéaste et auteur, surtout du dernier roman, Les corps intermédiaires. C'est tout à l'heure, en toute dernière partie de cette émission. Vous savez, le dicton n'a pas changé. Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Et pour débattre, commenter l'actualité, Loïc Panjo, qu'est-ce qui vous arrive là ? Loïc Panjo, écoutez, attention. Adil, je suis toujours très heureux d'être là. Donc. Allez, je commence par vous justement. Président du Think-Tank Cameroun Initiative, comment ça va ? Ça va très bien. Donc, ça va, en forme ? Toujours, je salue au passage tous les amis qui vont suivre Télésud. Oui. Merci Adil de m'inviter à chaque fois. Et puis ceux qui vous regardent sur le numéro 23 aussi. Bien sûr, ceux qui regardent à 7h du matin, ils se lèvent tôt. 7h15 précisément, jusqu'à 8h05. Gabriel Mbarga, toujours le fidèle, il est parmi nous, il est là. Bonjour, comment ça va ? Oh, ça va bien. Ça va bien ? Farkad. Petite forme ou grande forme ? On verra après 7 ans. On verra. Bon. Jean-Claude Chikaya, il est le porte-parole de Devoir de mémoire et professeur. Comment ça va ? Toujours acteur politique ou pas ? Toujours. Plus que jamais. Plus que jamais. Allez messieurs, on va s'intéresser à ce premier sujet. Vous avez suivi un petit peu les quelques sujets qui ont marqué cette semaine ? Eh bien, on va s'intéresser au génocide rwandais. Alors le génocide rwandais, très compliqué. Très, très compliqué parce que c'est une relation très complexe entre la France et le Rwanda. Ce que je vous propose avant tout, c'est de regarder ce premier sujet proposé par la rédaction de Télésud. Et on vient tout de suite ici le commenter. Regardez. Le procès tant attendu, 20 ans après le génocide rwandais, aurait pu tourner court dès son ouverture. Une demande de nullité est déposée par la défense de Pascal Simbi Kangwa, dénonçant un dossier fortement à charge et clamant la non-tenue des débats. Pour la défense, composée de 2 avocats commis d'office, la présence des caméras en fait un procès spectacle où le présumé est d'ores et déjà quelqu'un de coupable. Un procès pour l'exemple après le rapprochement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. La position de départ de M. Pascal Simbi Kangwa depuis la garde à vue, c'est qu'il nie les faits qui lui sont reprochés et qu'en conséquence, il doit être acquitté. C'est ce que sa défense plaidera tout au long de l'audience et le jour des plaidoiries. Pascal Simbi Kangwa, un ancien agent de la direction des services des renseignements civils, reconnaît sa proximité avec le premier cercle du pouvoir Hutu, mais il nie avoir été impliqué dans les massacres. La justice ne le poursuit pas d'ailleurs pour génocide, mais pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Mais la défense estime que le procès ne serait pas équitable avec une différence de moyens entre le ministère public et la défense. Depuis 2012, le parquet de Paris est doté d'un pôle génocide chargé d'enquêter sur ce type de dossier. 1 heure plus tard, la cour d'assises rejette cette demande de nullité. Elle peut commencer à retracer le parcours de cet ancien capitaine, aujourd'hui âgé de 54 ans, sa place réelle auprès du pouvoir en place à l'époque et son aide supposée au ravitaillement des barrages à Kigali, des barrages souvent synonymes de lieu d'exécution. Dès la première question sur son identité, le doute. Il n'est pas né Pascal Simbi Kangwa, mais Safari Senyamouara, le nom qu'il aurait donné à la mairie en allant s'y enregistrer à 5 ans. En face de lui, les partis civils qui redoutaient ce moment. C'est un face-à-face, c'est un moment où on sent un peu vaciller par moment, mais il faut prendre du courage et oser le regarder en face, il faut.
Nous appréhendions un petit peu de nous retrouver face à lui parce que nous ne l'avions jamais rencontré. Voilà, le premier pas est fait. Le procès entièrement filmé pour l'histoire devrait durer entre 6 et 8 semaines. Pascal Simbikangwa risque la perpétuité. Excellent reportage qu'on vient de voir. Oui, j'étais... Oui, j'étais admiratif devant le reportage de ma consoeur. Première question, Gabriel Mbarga, à tous les autres. Dites-moi, s'agit-il d'un procès historique? C'est vrai, quand on les écoute, ils disent oui, on appréhendait, on ne savait pas trop comment se comporter, etc. Bah, évidemment, c'est un procès historique. De toute manière, il est présenté sous cet angle-là, parce que les faits qui se sont déroulés sont des faits de nature tragique, c'est vrai, mais qui sont rentrés dans l'histoire par ce biais-là. Oui, c'est un procès historique. Mais maintenant, c'est le procès pour quoi faire? Le procès des génocidaires, le procès du Rwanda, le procès de la France au Rwanda, le procès du concept même de génocide. Très juste. Il y a beaucoup de choses qui sont à poser. On parlera justement de tous les responsables, est-ce qu'ils pourront être jugés. Loïc Podjo, 20 ans après, c'est vrai que 20 ans après, un jugement a-t-il autant d'importance finalement? Et puis, on va parler du crime de la France. Enfin, la France a-t-elle clairement complice de ce massacre? Oui, Adil, c'est quelque chose d'assez grave donc, qui est en train d'avoir lieu. Et je pense que les Rwandais, aujourd'hui, qui veulent tourner la page, ont besoin un petit peu que vraiment ces questions-là soient exorcisées une bonne fois pour toutes. Et je comprends cela. Mais une fois qu'on a dit ça, donc l'intention peut être bonne, mais la manière avec laquelle on articule tout ça est un peu assez curieuse. Donc on a l'impression que il y a des bons criminels d'un côté et des mauvais de l'autre. Ah, vous pensez, c'est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quoi? C'est le sujet que vous venez de visionner ou c'est votre sentiment un peu là, de ce regard de toutes ces dernières années finalement? C'est ça, c'est le regard sur toutes ces dernières années et surtout sur le fait que la France, pendant très longtemps, a gardé une proximité avec les coupables, donc présumés, sur ce génocide. Mais surtout, une chose très importante qui, moi, m'interpelle, c'est on se pose quand même la question de savoir, mais quel est le rôle aujourd'hui des juridictions? Parce que cette question du génocide a été jugée en Belgique, un peu partout en Europe, en France, en Tanzanie, voilà. Et il y a notamment un tribunal spécial qui est là pour juger cette affaire au Rwanda, à qui peut-être on ne fait pas assez confiance, on ne sait pas, mais il serait bien qu'il y ait une juridiction qui se charge de cette affaire une bonne fois pour toutes, et qu'on nous dise, avec des enquêtes à l'appui, ce qui s'est réellement passé. Allez, parlons-en justement. Et je fais tourner la parole. Dites-moi, Jean-Claude Chikaya, la France, clairement, complice de massacre ou pas du tout? C'est la question que se pose tout le monde. Tous les rapports laissent cette question ouverte. Et il est un petit peu étonnant qu'en 1994-2014, la France, depuis 1996, aurait pu avoir ce type de démarche juridique. Il le fait seulement en 2014. Sur une personne qui, par rapport au regard de ce qu'on lui reproche, a eu un rôle, en tout cas ce qu'on lui reproche, mais subalterne. On s'attaque à quelques jours quand même du 20e anniversaire. À quelques jours du 20e anniversaire. Du 20e anniversaire. Est-ce que c'est pour botter en touche sur quelque chose d'aussi tragique? C'est pour ça que j'essaye d'avoir un ton aussi serein pour notamment les victimes et ceux qui ont été touchés. En tout cas, le monde a été touché. C'est un crime contre l'humanité, mais on s'attaque à un subalterne. Il va peut-être être condamné, donc avoir perpète. Qu'est-ce qu'ont fait les autres depuis 1996 en France? Nous avons, et ailleurs aussi. Alors c'est quoi? Nous avons la possibilité la question juridique. La question qu'on peut se poser, c'est vrai que finalement, et je m'adresse à Gabriel Mbarga, parce que on va tenter quand même d'avancer quand même dans cette question, c'est très complexe, je veux dire. Ouais, pour celles et ceux qui nous regardent, d'ailleurs, je les invite, notamment les spécialistes parmi vous qui nous regardez ce soir, vous pouvez commenter sur la page Facebook, ça fait débat, et apporter aussi votre regard, votre point de vue. Gabriel Mbarga, dites-moi, est-ce que c'est finalement un geste qui sonne comme un cadeau? Parce qu'on est à quelques jours du 20e anniversaire du génocide, donc il faut faire un geste. Et ce geste, c'est ce petit cadeau qu'on peut offrir. Je vais tenter, en étant bref, j'espère, un cadeau diplomatique, je parle. J'ai bien compris, de résumer un peu. Alors, quand il y a un procès, il y a des victimes, il y a des coupables, machin. Mais là, il s'agit d'un génocide, c'est très compliqué, qui était pendant une guerre.
le problème du Rwanda est très complexe. Il y a aussi peut-être un procès qui doit être fait des institutions internationales. Je m'explique. Après la responsabilité directe de ceux qui se sont découpés à coups de machette, qui doivent répondre d'actes qu'ils ont commis, même si le virus de la haine est instillé par le système colonial, mais ils en sont arrivés là. Donc il y a leur responsabilité pour que l'Afrique ne se présente plus toujours comme « oui, on nous a fait faire ». Jusqu'à la machette, quand même. C'est quand même violent. Mais on sait bien la folie meurtrière qui résulte souvent d'une accumulation de haine et dans un contexte de guerre où il y a des gens qui ont les moyens, parce que c'est une question de logistique, des deux côtés. Les moyens du pouvoir et les moyens d'une rébellion qui était allée se préparer. Mais les associations qu'on voit dans le reportage tout à l'heure, elles l'ont exprimé. Notamment quelques responsables, ils disent « Mais attendez, nous, on appréhende les responsables. » Alors, c'est vrai, est-ce que tous les responsables, j'ai bien dit, est-ce qu'un jour, on peut espérer qu'ils peuvent être jugés? Le problème est complexe parce qu'il est politique aussi. Mais complexe à force, comme je le dis. Oui, mais justement, je vais laguer. On est bien d'accord, mais à un moment, avec ce petit cadeau diplomatique, ça ne suffit pas. En fait, le Rwanda est devenu un pays important, entre-temps. Un peu comme le Tchad aujourd'hui est un pays important. Le Rwanda est important pourquoi? C'était un petit pays. Ah bah voilà, on y arrive. Justement, c'est ce que je voulais entendre. Il en devient un émergent d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est un pays important. C'est surtout ça, mon cher Gabriel Mbarga. En s'asseyant sur l'est de la RDC, il est devenu important militairement, parce que c'est un pays qui est fort, puisque à l'issue de cette guerre, ils se sont armés. Et donc, c'est un pays qui est une espèce de pays satellite maintenant, adossé à la RDC, qui va mal et où s'installent tous les gros, notamment les Américains, les Canadiens, et tout passe par le Rwanda. C'est pour ça qu'ils se sont enrichis. Donc, la France et le Rwanda étaient à couteau tiré à cause de ce que les Rwandais, au pouvoir maintenant, estimaient être la responsabilité française dans le génocide. Et oui, il y a des gestes de réconciliation pour revenir dans le business, pour revenir dans l'amitié, pour revenir, etc. Donc c'est pour ça que finalement on instrumentalise quelque chose de très très grave. Mais il y a quelque chose qu'on a laissé de côté. Oui. J'y reviens, c'est la responsabilité des institutions internationales. Pourquoi? Elles étaient souvent là quand les gens se massacrent. On instrumentalise évidemment tout cela. Et c'est ce que... Non mais c'est très important ce que dit Gabriel Mbarga. Et c'est là où on touche vraiment le point sensible qui risque d'être explosif. Dites-moi Loïc Mpanjo, clairement. Est-ce qu'on peut espérer un jour, non mais dites-moi vraiment clairement, est-ce qu'on peut espérer un jour, d'accord, que tous les responsables soient jugés? Vous me mettez un peu dans une posture de devin, mais je vais simplement compléter l'analyse de Gabriel Mbarga et il y aura des éléments de réponse par rapport à ce que vous avez dit là. C'est que, premièrement, face à la suite de cette tragédie, le Rwanda a rompu d'une manière assez catégorique avec la France. Il y a encore des problématiques. Vous savez, quand Alain Juppé a été nommé ministre des Affaires étrangères, le Rwanda a réagi en ne validant pas la nomination de l'ambassadeur. Et dans cette volonté de normalisation, attention, il y a un coup stratégique que la France essaie de jouer, de dire, puisqu'il y a des mystères autour de notre rôle, tout ça, nous allons nous accaparer le fait de juger cette affaire en France. Or, moi, je pense quand même que si la question du génocide rwandais doit être traitée de manière, je veux dire, au niveau juridique, la France est en partie prenante de cela, ça ne devrait pas se passer en France. Donc, c'est pour cela que votre question sur est-ce qu'on jugera tout le monde, forcément non. On gardera cette ligne qui dit qu'il y a des bons criminels d'une part et des mauvais. Et ceux qui peuvent servir peut-être de monnaie d'échange, mais je pense que la position du président rwandais est quand même clair, hein, c'est-à-dire, déjà son pays, il faut savoir que son pays est devenu anglophone depuis cette tragédie, et voilà, il y a un lien de rupture avec la France. Mais je ne peux pas vous dire que tous les coupables seront... Ce que je peux vous dire... Il est très difficile de répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que la France aussi doit être jugée dans cette tragédie, notamment l'administration de l'époque. Nous allons tenter d'avancer. En tout cas, c'est une affaire qu'on va suivre de très près, évidemment, ce génocide rwandais qui nous interpelle, nous, en tout cas, dans Ça fait débat. Et ça a lieu ici même, Ça fait débat, justement, pour le coup. Messieurs, direction le Gabon. Le Gabon, pour quelle raison et pourquoi? D'abord, nomination d'un Premier ministre, nomination du nouveau gouvernement. On est à quelques années là, hein, des élections présidentielles. Et puis Ali Bongo, le président, donc gabonais, qui déclare sa guerre contre la pauvreté. Alors, on va découvrir quelques images là, justement, du président Bongo qui parle à la tribune et qui fait quelques déclarations. Et clairement, lui, si vous voulez, pourquoi il décide de partir
à la guerre contre la pauvreté. Je vais donner d'abord la parole à Jean-Claude Chicaya. La pauvreté, finalement, la question qu'on se pose, est-ce qu'elle peut mettre en péril l'équilibre du pays ? Elle met en péril l'équilibre du pays, au regard de ce que peut vivre une population qui est sur un sol qui regorge de richesses, qui part ici et là. Et ce contraste est insupportable au premier plan, en tout cas pour la population. Donc, monsieur le président du Gabon, Ali Bongo, vienne aujourd'hui change de gouvernement parce que justement... C'est quoi, c'est préparer les élections futures là ? C'est pas seulement préparer les élections, c'est qu'il sent quand même qu'à l'intérieur du Gabon, ce contraste entre une pauvreté spectaculaire et une richesse qui est plus que spectaculaire, qui est internationale, qui n'est pas seulement une richesse de quelques Gabonais, mais il y a quand même une richesse internationale aux côtés d'une pauvreté gabonaise. Et les personnes ne sont pas pauvres, mais c'est bien les personnes qui sont appauvries. Donc, je pense que la guerre contre la pauvreté devrait être donc la guerre contre l'appauvrissement de sa population. Donc, le fait, ce qu'on peut dire peut-être en plus, dans la nomination de son gouvernement, c'est justement de s'attaquer, mais avec de vraies mesures, qui vont justement travailler un vrai développement économique et social. Alors, Lowing Pandjo, bien sûr, je vous vois arriver, là, ça y est, vous êtes déterminé, mais je vais donner juste avant la parole à Gabriel Mbarga. Finalement, c'est un lourd chantier qu'attend à la fois le gouvernement, le nouveau gouvernement, et puis le Gabon. Gabriel Mbarga. Oui, la question de la pauvreté, c'est une question qu'on retrouve dans la plupart de nos pays. Et pas que. C'est une question mondiale d'abord, la pauvreté. Mais la pauvreté a son écriture. C'est local. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que finalement, on recentre la stratégie, ça devient une ambition sociale ? C'est d'abord un slogan. Soyons tout à fait honnêtes. Parce que la politique, c'est aussi ça, c'est aussi la communication. Il se met en campagne, parce qu'un peu comme on dit aux États-Unis, il est à mi-parcours. Et donc souvent, il faut un second souffle. Parce qu'il est là depuis 2009, donc les Gabonais peuvent se poser des questions, sur les questions de logement notamment, où on essaye de faire des efforts, sur les questions de construction des routes. Et puis, il y a un emprunt qu'ils ont obtenu il y a quelques jours de 1,5 milliard de dollars pour développer des grands projets de logement. Donc de très lourds chantiers. Il y a beaucoup de chantiers. Il est déjà en campagne. C'est un homme politique. Donc il est déjà en campagne. Potentialité énorme. D'accord, ici, effectivement. Loïc Mpanjo. Voilà, moi je vais essayer de sortir un peu de certains sentiers. Ah bon, curieux, tiens. J'ai lu une étude que je pense que le président lui-même a commandée pour parler un peu de la pauvreté. On parle d'un taux de 95%. Ce n'est pas forcément une vérité inattaquable, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, Ali Ben est en train de positionner le curseur sur un fait aujourd'hui qui traîne au Gabon, c'est que le pays qui est 8e producteur mondial de pétrole traîne une pauvreté de 95% de sa population. Donc aujourd'hui, comment y répondre ? C'est là où on va décortiquer aujourd'hui les actes que pose ce gouvernement. Et quand je les regarde, j'ai l'impression qu'on va un peu à l'opposé d'une réduction de la pauvreté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie de diversification dans la production, on reste très pétrolifère. On n'a pas aujourd'hui une politique d'éducation qui dit qu'on va c'est vrai que bon, il a fait rapatrier pas mal d'étudiants qui ont eu des bourses pour qu'ils viennent, mais on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui traînent. Et surtout, quand j'ai discuté avec beaucoup de Gabonais, parce que j'y ai été un peu, ils m'ont dit c'est le pays des maquettes. Donc il y a des maquettes, voilà, mais dans les réalisations des projets, il y a beaucoup de lourdeur. En tout cas, là, il y a une volonté, on le sent bien quand même. Il y a une volonté de vouloir, à la fois, de passer à ce stade de ce que vous dites, vous, de maquette, mais il y a une véritable démarche politique. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire, y compris là, de s'attaquer aux vrais problèmes de société, c'est-à-dire la pauvreté. Je veux bien lui prêter la volonté, mais là où moi je vais observer donc Ali Bongo, c'est ce qu'il va mettre en place donc, au niveau opérationnel pour y réduire. Là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau économique et financier, le Gabon a une signature qui s'est considérablement améliorée. C'est ce que je m'apprête à dire. Moi, vraiment, là, j'ai un regard journalistique que j'ai eu. L'année dernière, il y a quelques mois, je me suis rendu à Libreville et j'ai pu constater, vraiment par moi-même, que les choses avancent économiquement et que, je veux dire, ça profite aux pays, aux Gabonais eux-mêmes. Je l'ai vu et j'ai discuté avec les Gabonais, ils l'ont reconnu eux-mêmes que depuis quelques années, là, il y a, en tout cas, plus que les prémices même. Dans tous les systèmes,
on va toujours avoir ceux qui pensent que ça va bien, parce qu'ils sont à des places où ils ont des répercussions du système. C'est valable même ici en France. Vous allez trouver des gens qui vous disent que ça va, alors que tout le monde crie dans la rue. La crise, donc c'est valable aussi là-bas. C'est d'autant plus valable que l'expression de ceux qui se plaignent, elle se fait où? Elle se manifeste où? Et la traduction politique. Et puis l'opposition gabonaise, parce que ça c'est un projet économique, politique. Mais elle-même, elle a beaucoup de difficultés depuis la dernière élection. Donc, du coup, on a vu les législatives dernièrement. C'est-à-dire que malgré une opposition très, très déchirée, ils ont quand même, sur des grandes villes, symboliquement, parfois, avancé. Donc, c'est la traduction du Gabon d'en bas aussi. Oui, c'est ça l'objet du remaniement, puisque quand les élections municipales ne se sont pas très bien passées, ils sont en tête, mais ils ont perdu dans des localités, par exemple, au Yem, où quand même, quand on perd au Yem, il faut sanctionner. Donc c'est le Nord, il faut... Enfin, je ne sais pas si c'est le Nord, je suis très mauvais en géographie. Mais voilà, je vais juste terminer, Adil, en disant que aujourd'hui, ce qui va réellement réduire la pauvreté au Gabon, c'est le fait de diversifier l'économie. C'est d'aller un peu vers l'agriculture, sortir un peu... Voilà, c'est ça. Exactement. Et aujourd'hui, on attend des signes forts. Il a fait de très belles choses jusqu'ici, mais... 1,5 million d'habitants, 8e producteur de pétrole mondial, 95% de pauvreté. On attend des choses un peu plus radicales et plus... je pense que c'est un peu la volonté d'Ali Bongo, justement, avec la nomination d'un nouveau gouvernement et d'un Premier ministre, me semble-t-il. Mais en tout cas, on va suivre tout cela et on le traitera ici même dans Ça fait débat. Allez, autre sujet. Est-ce que vous avez suivi, vous savez, cette candidature, qui a provoqué une terrible polémique? Mon Dieu, quand on s'appelle Pape Diouf, on dérange, ça pose problème. Eh bien, vous savez quoi? Nous, ça va provoquer chez nous aussi un véritable débat. Et nos commentateurs ici, nos débatteurs, eh bien, on a envie de se saisir de cette question, vous savez, essentielle. Et Jean-Claude Chikaya, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est la question de la diversité en politique. Quand on est Français issu de l'immigration, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce qu'il y a de la place? Clairement, il faut dire les choses tout simplement. Quand on est Français noir, quand on est Français arabe, est-ce que ça pose problème? Je ne sais pas du tout s'il y a un sujet, mais si, me semble-t-il, si Raphaël me souffle à l'oreille, il y a un sujet. Alors ce que je vous propose de regarder, c'est Pape Diouf qui fait une déclaration, et puis on revient ici en parler. Moi je trouve que ça va faire polémique, mais après tout on est là aussi pour ça. Regardons. Candidat parce que je suis un citoyen qui, en ayant observé cette ville dériver, cette ville perdre, j'allais dire, de son prestige, cette ville ne suscitait que des commentaires, j'allais dire, qui ne sont pas tout à fait des commentaires gentillés. Tout ça, ça m'a amené effectivement à un moment donné à me dire qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Je ne suis pas dans la manœuvre, je ne suis pas dans la combinaison, je ne suis pas dans le calcul. Je suis simplement dans le pragmatisme, je suis simplement dans l'idée de dire comment peut-on faire et avec qui pour essayer de régler les problèmes dont Marseille souffre aujourd'hui. C'est la seule interrogation que je me suis faite. Mais je ne me suis pas du tout projeté sur telle ou telle partie, les conséquences d'un engagement de ma part. Je n'ai jamais été dans un mouvement. Je n'ai jamais été dans un parti. Donc j'ai quand même le libre arbitre et la totale liberté, j'allais dire, d'agir selon les moments en fonction des convictions qui sont les miennes. Vous avez vu la déclaration clairement là de Pape Diouf? Clairement, hein. Qui veut prendre la parole? Et Hollande il dit non mais attends mon ami, il faut se ranger derrière Melucci, voilà, et ce serait peut-être bien quand même que tu provoques pas comme ça un débat qui n'a pas lieu d'être. Jean-Claude Chikaya, vous appartenez un petit peu à cette machine aussi, le Parti Socialiste? Ouais, j'ai travaillé avec eux. Mais je trouve. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous pouvez être fier en même temps, cher ami. Jean-Claude Chikaya, je ne sais pas, entre Taubira d'un côté, entre Pape Diouf de l'autre. D'accord. Moi, ça me pose un problème vraiment de conscience. Hein. Ça me pose un problème de journaliste. Le journaliste qui pose les vraies questions, je suis désolé. Jean-Claude Chikaya. Mais malheureusement, comme je sens la question cachée derrière. Oui, la question, elle est clairement posée. À droite ou à gauche, sur la question de la diversité. Eh ben, on n'est pas encore à un bilan favorable ni d'un côté ni de l'autre. Je trouve cette candidature extraordinaire. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que c'est le symbole même de la diversité. Pas au sens de seulement sa couleur et ses origines. Il connaît bien Marseille. Oui, il a dirigé l'Olympique de Marseille. La gauche de Marseille. Il connaît bien la droite de Marseille. Il connaît bien les citoyens marseillais. Les citoyens marseillais le connaissent bien. Il était à la Provence avant.
donc journal communiste. Il a su intellectuellement et politiquement bien avancer, mais aussi sur le plan des affaires. Je pense que sa candidature n'étonne personne pour qui Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout politique. Mais parce qu'il n'est pas politique, tout simplement. Il est politique quand même. Mais pas du tout, c'est un homme politique. Pour moi, c'est un politique qui n'appartient pas à un parti. Et c'est pour ça que c'est le symbole pour moi de la diversité politique, parce qu'à l'intérieur de sa liste, j'ai regardé, il y a une diversité politique. Il y a une volonté, donc je pense qu'il sera obligé de faire une politique de centre-gauche. Après, on verra ce qui va se décider entre les deux tours, mais je pense que justement, tout le monde appelle de ses voeux, à droite, à gauche, au centre, comme quoi il faut vivifier la classe politique, le renouvellement de la classe politique. Et bien là, elle est revivifiée pas seulement par une personne qui est jeune ou moins jeune autre, non, c'est une personne qui a de l'expérience, une expérience intellectuelle. Oui, mais il va tenir bon. Il va tenir bon grâce à son programme, à son équipe, mais aussi à la confiance de beaucoup de Marseillais. Et il n'a pas, semble-t-il, de casserole derrière lui. D'accord. Loïc Podjo, je vous vois avec un léger sourire. Non, j'ai apprécié le coming out, là, donc... mon ami Kaya qui... J'ai pas de coming out. qui affirme bien être socialiste et qui ne s'en cache pas, c'est très bien. Podjo, clairement, après avoir dirigé l'Olympique de Marseille, est-ce qu'on peut... bien prétendre à une candidature pour diriger une ville. Pour diriger une ville qui a une importance. C'est la deuxième ville de France. La deuxième ville de France, oui. Alors, votre question a dit, je ne sais pas s'il faut que je l'inscrive dans le cadre de la diversité, parce que moi, j'ai plutôt envie de parler de saupoudrage. Bon, j'aime bien, parce que quand il s'agit de diversité, on a tendance à nous dire, voilà, ça c'est la diversité. Je suis désolé, Marseille c'est une ville où on n'a pas besoin de parler de diversité. Pas du tout, absolument. Marseille c'est une très ville, cosmopolite. Si on avait réellement une vraie politique, une simple politique pour cette ville, qui a un port qui est vraiment, c'est le potentiel gâché de la France. Mais bon, je ne vais pas... Après avoir tué Samia, maintenant, on s'attaque à Pape. Sur la candidature de Pape Diouf. Samia, je pense. Sur la candidature de Pape Diouf, je pense qu'il a toujours été très délicat, surtout lorsque la gauche est au pouvoir, d'essayer de froisser ses positions dans la ville de Marseille. Et je pense que Bernard Tapie pourrait le raconter mieux que moi. Maintenant, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Je lui le souhaite, mais... Je lui souhaite même, tout le mal que je souhaite, c'est de gagner. Est-ce qu'elle est légitime, sa candidature? Mais elle est tout à fait légitime, absolument. Sans langue de bois, dites-moi vraiment, comme vous le pensez, il n'y a pas de... Je vous dis, disons les choses clairement. Il est légitime ou pas? Je pense que quelqu'un qui connaît bien la ville de Marseille, qui a eu des responsabilités qui l'ont mis au devant de la scène, peut tout à fait prétendre. Mais non, je n'ai pas lu son programme. Je ne sais pas s'il a... Quand je l'entends, son coming out est assez timide. Pour quelqu'un qui peut porter un espoir... Là, en l'entendant, je ne l'ai pas senti. Mais je trouve que c'est courageux. Peut-être qu'il fera ça ensuite, qu'il se rangera sur une liste pour être sûr d'être élu. Voilà. Mais en tout cas, je trouve ça courageux. Mais on ne pourra pas parler de diversité pour cette candidature. J'appelle ça du saupoudrage. Du saupoudrage. Gabriel Barga, vous partagez un petit peu les différents points de vue, à la fois celui de Jean-Claude Chikaya et celui de notre polémiste Loïc Podjo. Il est français, il est marseillais, il a le droit de se présenter comme tout autre. Maintenant, quelles compétences faut-il avoir pour exercer des fonctions politiques importantes? Il n'y a pas. Alors, on a voulu nous faire en France l'ENA, mais on voit bien qu'il ne faut pas passer par une école forcément, et peut-être même surtout pas, pour arriver à bien gérer. Voilà, il a une ambition, mais moi je ne m'attache pas aux personnes, ni à celle de Pape Diouf. Je veux dire, Obama, on voit bien quand même, on s'est attaché à lui, on s'est attaché à son charisme, on s'est attaché aussi à son programme. Mais derrière, vous le savez très bien, derrière n'importe quel parti... Je veux dire, le profil idéal, c'est quoi? Gabriel, c'est pas à vous à qui je vais l'apprendre quand même. Il est incarné par quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'envergure, d'accord? Et il l'a incarné à un moment, durant une période, à l'Olympique de Marseille. Il a toute sa légitimité sur la ville de Marseille. Dans le cas d'espèce, justement, j'évite le piège qu'on me tend. À vouloir m'intéresser aux personnes, à leur nom, à leur visage, à leur physique. C'est le projet de Pape Diouf qui m'intéresse. Je demande la même chose à Jean-Claude Gaudin ou à Patrick Menouti et aux autres. C'est-à-dire que finalement, on nous enterre dans est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit? Mais il peut avoir un beau projet qui parle aux Marseillais. À eux de choisir. C'est tout. Je ne veux pas qu'on m'enferme dans des noms, des étiquettes. Sa collègue avait un beau projet. C'est même ça le sens, finalement. Il avait un beau projet et on l'a achevé.
Sa collègue qui était au Parti Socialiste, qui pour moi aurait dû gagner, avait un beau projet, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à celui de Pape Diouf, sauf que lui, je pense qu'il a un accent plus économique, donc sur le développement économique, il veut renouveler une proximité, en tout cas pas renouveler, mais une proximité avec les citoyens. Pape Diouf, est-ce qu'il a des chances? Ah oui, je pense que Jean-Claude Chikaïa, on fait un tour de table. Il fera plus de 15%. Plus de 15%? Ah oui. Loïc Panzo? Moi, je pense que ça va dépendre de sa campagne. Aujourd'hui, il a une excellente présence médiatique, associée à l'Olympique Lyonnais. S'il surfe dessus, et que, à l'Olympique Marseillais, désolé, j'ai froissé. Et voilà, s'il surfe dessus, et que ça crée le buzz, moi, je pense qu'il a ses chances. Il a ses chances, il a des chances? Je ne sais pas s'il sera maire, je ne sais pas. Jean-Claude Gaudin a 74 ans, il y a des gens qui se disent c'est aussi une fin de vie politique bientôt, donc il s'inscrit peut-être aussi dans l'avenir. Je ne sais pas s'il sera maire, en tout cas il sera probablement conseiller municipal, c'est s'inscrire aussi dans l'avenir, parce qu'il y a la machine politique, les appareils, l'UMP, le Parti Socialiste, ils vont se mettre en marche à un moment donné pour les marginaliser et l'amener à finalement faire alliance avec l'un ou l'autre. Mais c'est courageux. C'est courageux, effectivement. C'est un souffle nouveau sur Marseille. Voilà, exactement. Tout est dit, tout est résumé. Je crois qu'ici, assez bien, les points de vue sont assez, je pense, vous êtes plutôt d'accord. Hein. Et puis, il faut saluer aussi le courage de Pape Diouf. Courage politique. Et je veux dire, en politique, quand même, aller s'attaquer aussi à des machines, c'est très compliqué, extrêmement. Je veux dire. Et surtout à Marseille. Marseille, quand on connaît l'historique et la jeunesse de Marseille, cette ville, à droite comme à gauche. Alors, Pape Diouf, si tu nous regardes, respect, voilà, c'est comme ça qu'on dit, hein, vous savez. On verra la place du Front National à Marseille. Ah, le Front National, je pense que, à mon avis, il n'a pas fini de dire son dernier mot. Allez, dernier sujet, on va s'intéresser à l'économie. Vous savez, il y a un pays qui a voulu faire parler de lui. On a très peu traité de la Guinée équatoriale. N'est-ce pas, mon cher confrère? Bien sûr que non. Gabriel Mbarga. Très peu, voire jamais. C'est peut-être la première fois qu'on parle ici de la Guinée équatoriale. Pour quelle raison? Eh bien, il y a quelques jours à peine, je veux dire quelques jours, le président a décidé de provoquer un forum économique où il a invité, je dirais, plus de 200 personnalités, chefs d'entreprise, hommes d'affaires, chefs d'État. Bref, regardez ce premier sujet et on vient le commenter ici. Regardez, c'est proposé par l'agence Afrique TV. Du 3 au 4 février 2014, s'est tenu au palais des congrès de Sipopo à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, le premier symposium sur la diversification du pays. Ce symposium étant organisé sous l'autorité du président Teodoro Obiang Nguema, qui a notamment convié plusieurs sages, les anciens présidents nigérians Olusegun Obasanjo, mozambican Joachim Chissano et l'ancien président du Botswana Festus Mogae. Cette conférence économique est organisée 10 ans après la confirmation de la capacité de production d'hydrocarbures de la Guinée équatoriale, afin d'envisager le développement de notre pays à l'horizon 2020 et son émergence économique. Plus de 800 journalistes du monde économique international ont répondu présents au rendez-vous que leur donnait la Guinée équatoriale afin d'évaluer les occasions d'investissement dans 5 secteurs clés. L'agriculture, la pêche, les mines et l'énergie, et enfin le développement des services, notamment le tourisme, les télécoms et la finance. Afin de renforcer l'intérêt des investisseurs internationaux pour la Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema a avancé la création d'un fonds de co-investissement de plus de 800 millions d'euros qui appuiera les engagements financiers des groupes étrangers en Guinée. Ces 2 jours de discussions concrètes et intenses entre pouvoirs publics, autorités internationales et acteurs économiques privés permettront peut-être à la Guinée d'accélérer sa diversification pour échapper à une économie de rente pétrolière et augmentera la place du secteur privé. Alors, des chefs d'État, des anciens présidents, des participants très importants, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, bref, Emerging Equatorial Guinée. Donc, c'est le symposium, c'est l'intitulé du forum. Messieurs, première question, d'ailleurs, j'invite à celles et ceux qui nous regardent, vous savez, 3 papiers qui ont été restitués, en tout cas 3 papiers rédigés par Afrique.com, que je vous invite à aller regarder, justement, qui relatent un petit peu ces 3 journées concernant ce premier forum économique. Dites-moi, alors ouvrir ces investissements à l'étranger. J'ai bien compris. Très éloquent dessus. Hein. Facteur de croissance, absolument. Ou cession des ressources du pays. Clairement,
Est-ce qu'il y a un enjeu économique, Gabriel Mbarga? C'est vrai quand on voit tout ça. C'est un pays dont il me plaît de parler ici. Et pour ceux qui nous regardent, qui le découvrent, notamment sur on ne parle pas français là-bas, on parle espagnol. Sur d'autres canaux de diffusion, c'est un pays qui est petit, qui a moins de 2 millions d'habitants, et où on a découvert des gisements de pétrole énormes en ce moment. Et donc, il fait partie maintenant des gros producteurs mondiaux de pétrole. Alors, il ne s'est pas beaucoup ouvert, pour être honnête, sur le plan politique, mais sur le plan économique, il y a un grand bâtisseur qui est en train de construire des infrastructures. Vous parlez de qui le président Obiang. Mais le Guinéen d'en bas, comme ailleurs, il attend encore que ça arrive jusqu'à lui. Pour l'instant, on bâtit, ce sont des infrastructures, des routes, des écoles. Et même au niveau de la connaissance... C'est réussi d'ailleurs. Oui, ils ont besoin de gens... Malabo, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont des gens qui viennent dire. Et sur le plan diplomatique, c'est un pays qui a une politique qui déroute un peu, on va dire, la France. Pourquoi ? Parce que stratégiquement, bien que ce soit une ancienne colonie espagnole, ils vivent en Afrique centrale, majoritairement francophones, et ils sont dans la zone CFA, dont ils détiennent 50% des réserves. Sachant que toute la monnaie CFA est déposée à la Banque de France, dont son compte d'opération est ici, le franc CFA équilibre le système monétaire français. Et c'est un pays qui est important pour les raisons monétaires et pour les raisons de pétrole. Et dans le même temps, ils veulent échapper au giron français. Vous avez vu qu'ils ont invité la plupart des pays, ils sont d'Afrique australe. Alors c'est quoi tout ça? Mozambique. Vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en gros là, faire entrer la Guinée équatoriale dans une dynamique mondiale là d'investissement, c'est ça? Ils ont décidé de sortir du schéma traditionnel des pays d'Afrique francophone qui se sont tous fait bouffer. Disons les choses Jean-Claude rapidement. Chikaya, allez, Jean-Claude Chikaya, tour de table et ensuite après Loïc Mpanjo. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que cette démonstration de force économique pour un petit pays, moins de 800 000 habitants. Un peu plus, un peu plus. Moins de 800 000. Un peu plus, non, vraiment un peu moins plus. De 800 000. Un peu plus. On vérifiera ensemble. Moins de 800 000 habitants. Une bonne partie se plaignent, comme au Gabon, de leur vie qui est confrontée à la pauvreté. Mais ils ont du pétrole depuis 10 ans seulement. Hein. Certes. Enfin, depuis 97 et le pic de production, c'est 2003. Certes. Alors, c'est comme Bongo. Qu'est-ce qui va dans le discrédit, dans le crédit? Là, c'est une démonstration de force, pas seulement sur le plan africain, mais sur le plan aussi mondial. Voilà, j'arrive à réunir. Non, mais à qui ça profite? J'arrive à réunir. À qui profite la prime? À qui profite la prime, justement? C'est pas mal ça. À qui profite la prime? Est-ce que ça va? Aux Africains, pas du tout. Il est assez intelligent. Oui, c'est vrai, il faut lui reconnaître. Loïc Mpanjo. Je vais peut-être relancer le débat là-dessus, parce qu'il y a des choses que j'entends et je ne suis pas vraiment d'accord. Vous n'êtes jamais d'accord, j'ai remarqué. Non, lorsqu'on parle de la... Mais c'est bien, en même temps, ça fait débat. On parle d'émergence économique, il y a eu un forum d'investissement en Côte d'Ivoire, il y en a un en Guinée, ils viennent d'avoir un au Gabon. Il y a des forums un peu partout, on a l'impression que les gens, ils explorent un peu, ils prospectent. Bon, et les gens, d'autres pensent que c'est positif. Mais moi, je remarque une chose, c'est que la même Guinée équatoriale qui appelle les investisseurs se ferme en termes de libre circulation des biens et des personnes et des capitaux. Je dis, bon... On veut se développer, mais on ne veut pas que les capitaux circulent. Donc, pour certains. Déjà... Non, vous parlez dans la zone CEMAC. Non, je parle en général dans l'Afrique. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile... Certains équato-guinéens. Il n'y a pas de facilitation en termes de circulation. Il faut du protectionnisme, c'est vrai. C'est leur choix. Le protectionnisme... Alors, je vous arrête juste, parce que c'est vrai qu'on vient de le souffler, là, on a vérifié. Hein, vous savez, ici, on est très réactifs. Gabriel et moi, on est un peu dans le faux, mais en même temps, oui et non, parce que vous avez raison. Ça y est, il faut reconnaître. Non, parce qu'ils ont 750 000 habitants. Voilà, ah oui, non, mais... Moi, j'ai dit 1 million, et vous avez dit 1 million. Non, j'ai dit moins de 2, parce que j'ai dit... Voilà, moins de 2. Moi, j'ai dit 1 million, et vous avez dit 800 000. Donc c'est... Voilà, il y a 800 000. Je vais vous remettre votre médaille. Allez-y, Loïc Mpanjo, avant de retrouver Doc Gynéco. Donc je pense simplement que si on veut parler de développement économique, si on ne laisse pas circuler les biens de personnes, c'est quand même les investisseurs, ils sont chez eux, ils viennent. Donc il y a une circulation. Ensuite, si les biens sont confisqués, je ne sais pas. Maintenant, je remarque aussi. Maintenant, je remarque. Ils ne laissent pas circuler les. Non, je remarque que aujourd'hui. En fait, en CEMAC, ils ont des problèmes avec leurs voisins. Le problème est simple. Ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas une problématique de voisins. C'est que si aujourd'hui un investisseur a l'impression que ses capitaux sont confisqués. Je comprends ce que tu veux dire. Je précise juste. Non, mais ce n'est pas que. À l'intérieur de la CEMAC, ils ne sont pas nombreux. Ils ont du pétrole et une explosion de flux. Donc, il y a une immigration. Et du coup, ils rejettent. C'est leur choix. Que les autres se développent aussi. Je ne veux pas me focaliser là-dessus. Je dis simplement qu'il y a des signaux que les investisseurs écoutent.
ils regardent. Que ce soit au niveau du Gabon. Non, allez, mais messieurs. C'est une prospection, c'est très bien. Allez. Les gens prospectent. Non, mais allez, les je gens... vous laisse quelques secondes. S'il vous plaît, Louis Mbodjo. Voilà. On n'a plus du tout le temps. On est très en retard, s'il vous plaît. On est très en retard, laissez-moi... Allez-y, laissez-le parler. Louis Mbodjo. Si ça fait débat, laissez-moi... Allez-y avec lui. Non, mais s'il vous plaît. Et je lui remets la parole. Ils ont un nationalisme très épidermique que je ne partage pas. Vous avez 5 il a secondes. raison. 5 secondes, vraiment. Il a raison. Bon, ben, si j'ai que 5 secondes, je dis simplement qu'il y a premièrement une problématique de stabilité politique et de stabilité juridique qui pose problème pour aujourd'hui l'attractivité économique de ce pays et au niveau, encore j'insiste là-dessus, de la libre circulation des biens et des personnes, et ce n'est pas garanti. Donc, je pense que c'est un forum comme ils en est passé en Côte d'Ivoire, comme ils viennent s'en passer au même moment au Gabon et ailleurs. On attire les gens, ils viennent, ils regardent votre législation, ils disent bon, affaire à suivre, messieurs. On va mettre 0,1% de nos investissements chez vous. Allez, s'il vous plaît, avant de retrouver, vous savez, notre invité ici même, mon invité tout à l'heure, il s'appelle Mamadou Mahmoud Ndongo, il est photographe cinéaste, il est surtout auteur, il vient pour cela d'ailleurs, pour parler de son ouvrage, il s'intitule Les corps intermédiaires, et vous allez voir, c'est un ouvrage, vous avez entendu parler de cet ouvrage? Pas mal du tout, ça traite des révolutions arabes. Allez, tout de suite. Il habite On Sarcelles, accueille... je crois. Ah, on lui posera la question. On l'accueille tout de suite, vous savez, Doc Gynéco, vous connaissez, un rappeur, artiste, producteur. C'est sa première ici même dans Ça fait débat, sur Télé Sud et numéro 23. Et on l'accueille avec son premier billet d'humeur. Il traite de l'affaire Dieudonné. Regardez et on se donne rendez-vous tout de suite après pour saluer nos débatteurs et accueillir notre invité. Livre du doc, page Dieudonné, tout au fond, à droite là-bas. Dieudonné. Est-ce que quelqu'un il a besoin pour vivre d'avoir la haine de l'autre? C'est ça une vie? Si quelqu'un il a besoin de détruire l'autre pour exister, il est en train d'avouer qu'il est nul. Tu vaux tellement rien que tu veux exister par la destruction de l'autre. Donc tu vois que tu vois rien du tout. L'origine du problème. Le fait que l'homme il déteste son prochain provient de deux choses. Soit il se sent supérieur à l'autre, soit il se sent inférieur. Donc sa réaction va être de le détester pour se grandir lui-même. Par rapport, parce que le rappeur il sort. Par rapport au peuple juif, le monde s'est toujours senti inférieur. Les juifs tiennent les capitaux, les banques, les commerces, le lobby juif, etc. Bon. Hitler disait dans Mein Kampf que les juifs sont la conscience du monde. C'est pour cela qu'il voulait les décimer, car pour lui, lorsque l'on voit un juif, on voit que Dieu existe. Chacun a du bien, c'est important. Le problème profond de chacun, c'est de ne pas arriver à trouver le bien qu'il a en lui. Il ne se définit que par un rapport de force. Comme au quartier, quand on se regardait l'œil du tigre et tout. Alors, pourquoi tu me regardes? Est-ce qu'il y a t'es chaud, je suis chaud, ne nous refroidissons pas. Je dirais que ça partait grave. Alors que s'il était persuadé qu'il avait du bien, il le chercherait, le développerait et elle en ferait profiter les autres. Car si quelqu'un se sent supérieur aux autres, c'est donc qu'il a quelque chose à nous apprendre. Ainsi de faire progresser le monde, à ses risques et périls, parfois. Mais s'il se sent inférieur, alors il doit devenir un élève et aller apprendre de ceux qui en savent plus que lui. Moi j'ai fait ça toute ma vie. Je suis mis à côté de ceux qui savaient pour essayer d'apprendre. Le fait que quelqu'un est un antisémite, il prouve par là qu'il ne se sent pas bien dans sa peau. En général, la montée de l'antisémitisme, elle vient à des moments de crise économique. Car quand les gens ils ont leur chariot plein, ils ne regardent pas dans celui du voisin. Mais lorsque le pouvoir d'achat baisse, alors ils cherchent des raisons et s'attaquent à ceux qui sont aisés, au lieu de dialoguer avec eux et leur demander de l'aide. Comme un mauvais élève, il va haïr les bons élèves, il va en vouloir à l'établissement. J'ai fait ça, mon lycée. On voulait pas reconnaître qu'on était nuls. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, c'était la consultation du doc. Mon cabinet est ouvert à toute heure. Je sors de chez moi et salut mon gars. C'est votre rendez-vous désormais tous les jeudis et sur Télé Sud et dimanche sur numéro 23. Vous savez, Doc Gynéco qui vient signer un billet d'humeur sous la forme d'une chronique qui s'intitule
la consultation du doc. Gabriel Mbarga, la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Avec autant de plaisir. Oui, motus bouche cousue devant le doc. Yes! À Loïc Mpanjo. Par manque de temps. Par manque de temps. Loïc Mpanjo, la semaine prochaine, il dit à très bientôt. Oui, mais avant de partir, quand même, je vais vous laisser Allez, dire j'aime bien, vous faites toujours le coup. Avant de partir, il faut que je passe à ça. Vous savez, on n'a plus le temps, là. Hein. Le billet du beurre, j'ai pas très bien compris. Intellectuel, eh ben, écoutez, penseur, nouvelle cadre, one-man show... La seule chose que je peux vous aider à faire, c'est peut-être revisionner, regarder de nouveau le billet d'humeur. Oui, Moi, je suis prêt ici. Vous savez, je prône la liberté d'expression, donc on peut en parler. Allez. Concentrer dessus. Hein, c'était un peu, j'ai pas bien suivi. Oh, je vois bien. Jean-Claude Chikaya, très vite. En toute liberté d'expression, il a donné son opinion. Son opinion, son ordonnance. Moi, sur cette question, j'ai fait un article et voilà. C'est vrai, à chacun de manière. Vous dites sur où ça Nouvelle Obs, c'est rue 89. On assiste à une manifestation ce week-end. Oui, MRAP. Le MRAP, en quelques mots. Le 4 février 1794, première abolition de l'esclavage. Donc on va parler, entre autres aussi, de l'affaire Taubira et autres, sur tous les effets et conséquences et traces de l'esclavage et de la colonisation dans les rapports sociaux aujourd'hui. Donc il y a ce samedi donc un grand colloque organisé par le MRAP auquel sur la ville de Paris, j'imagine. J'assiste, oui, sur Paris. Allez, merci à vous, messieurs, merci à vous trois. Merci à vous, le débat continue. Vous le savez, sur la page Facebook, ça fait débat, sur Twitter, @CFD. Tout de suite, on accueille notre invité. Il s'agit de monsieur Mamadou Mahmoud Ndongo, photographe, cinéaste, et il vient nous parler de son roman Les corps intermédiaires. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans Ça fait débat. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, dernière ligne droite, deuxième, seconde et dernière partie de cette émission. Juste après donc, la consultation du doc, nous recevons bien mon invité. Il s'agit de monsieur Mamadou Mahmoud Ndong, et non pas Ndongo, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors je vous prie de m'excuser, mais vous savez, nous aussi, journalistes, on n'est pas parfaits. Voilà, c'est Dong, on dit. Hein. Dong, oui. Dong. Voilà, et ben en tout cas, je suis ravi de vous recevoir. Alors, vous avez plusieurs casquettes, vous, c'est incroyable. Vous êtes photographe, cinéaste, producteur, auteur. Aujourd'hui, c'est quelle casquette? C'est la casquette plutôt d'auteur, non? D'auteur, oui. Tout ça, on va essayer de vous mettre dans une case, c'est la case des artistes. Des artistes, oui. Mais dites-moi aujourd'hui, je vous ai entendu dire, avant de parler de votre roman, que être artiste, c'est devenu dangereux. Alors, j'ai pas très bien compris qu'être artiste, faudra m'expliquer, mon cher Ndong. C'est d'être artiste de manière engagée. Je veux dire, dans un moment, dans une société où plus vous prenez des partis pris, je veux dire, et plus ça devient compliqué, à la fois pour se faire éditer, pour se faire diffuser, parce que vous êtes intransigeant, vous dites des choses telles que vous avez envie que ça soit dit. Et donc, mais j'ai noté quand même quelques trucs. Vous dites même aussi également, vous dites, pour exister, finalement, il faut provoquer. Comment ça, faut provoquer? Ça veut dire quoi, ça? Dites-moi, Mamadou Mahmoud Ndong, ça veut dire quoi, provoquer pour exister? Non, c'est pas Alors, Doc Gynéco, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est provoquer pour exister, finalement, aussi? Non, Doc Gynéco, lui, dans son cas, je pense qu'il essaye de se positionner aujourd'hui parce que son image a été tellement brouillée à un moment donné. Et c'est ça aussi le problème. Et vous, alors? Pour exister, il faut provoquer? Certaines personnes, moi, dans mon cas, pour exister dans mon cas, il faut s'engager. Moi, ma provocation, c'est l'engagement. C'est dire ce qui ne va pas dans la société, le faire savoir et changer cela. Alors justement, parlons-en. Et vous avez décidé de vous engager littéralement. C'est bien cela, d'ailleurs. Littéralement, c'est un engagement. Vous avez une littérature engagée. Oui. Parlons-en justement. Alors moi, ce qui m'a frappé, j'ai assez fouillé, j'ai recherché un petit peu ce que vous avez fait, etc., parce que je le fais avec tous ceux qu'on reçoit ici. Vous dites... d'ailleurs, c'était une journaliste qui vous a appelé. Un écrivain noir sera-t-il condamné à écrire que sur les noirs? Et puis certains malheureux, évidemment, pensent encore ça, c'est vrai, aujourd'hui. Vous pouvez vous le regretter? Aujourd'hui, quand on est un auteur noir, mais c'est surtout qu'on vous regarde comme celui qui écrit que sur les noirs? Au contraire, c'est surtout le pire, que des éditeurs le pensent, qu'un certain public le pense. Ça les concerne. Mais ce qui m'a le plus inquiété, c'est de croiser des auteurs, des confrères qui écrivent spécifiquement pour les Noirs, comme s'il y avait un lectorat spécialement pour les sportifs ou pour les catholiques, et ainsi de suite. Je trouve que c'est réducteur. Moi, j'écris avant tout pour des lecteurs. Et j'ai adoré, parce que vous avez répondu, vous avez dit, eh bien non,
Moi, je me décris comme un écrivain d'expression française. Oui, ça, c'est la très classe, important, quoi. Attendez, la classe, mais c'est vrai. Là, on vous attend là où absolument pas, quoi, je veux dire. Bah oui, souvent on nous dit, vous êtes un écrivain francophone, vous êtes un écrivain... Non, moi, je suis un écrivain d'expression française parce que j'ai choisi d'écrire en français. C'est ce que devrait être tout écrivain français. Ça veut dire travailler sur la langue. C'est son premier métier à l'auteur, la langue. Ouais, mais vous dites quand même, j'aime tout simplement changer les thèmes, j'ai envie de m'intéresser à tout. Mais est-ce qu'on peut s'intéresser à tout quand on est auteur? À un moment donné, on emprunte, on se spécialise. On se spécialise. Avec la maturité, avec l'âge, avec l'expérience, avec tout ça. Mais c'est surtout avec les expériences, les rencontres. Non, au contraire. Moi, je pense, par exemple, mon roman La géométrie des variables, c'était à un moment donné, je m'étais intéressé à la communication en politique. Qu'est-ce que c'est qu'un communicant? Mon roman Remington, c'est un roman générationnel. Et le roman pour lequel vous me faites le plaisir de me recevoir, Les corps intermédiaires, c'est sur le printemps arabe. Je veux dire, la société bouge. Il y a plein de choses. S'il y a 5 ans, on m'avait dit que le monde arabe s'émanciperait de leur dictateur, j'aurais dit non, c'est pas possible. Si il y a 5 ans, on m'avait dit que le président américain serait noir, je dis c'est pas possible. Et il y a 5 ans, on m'aurait dit que le président français est polygame, je dis c'est pas possible. Justement, parlons-en, parlons de votre ouvrage. Il s'intitule Les corps intermédiaires. Nous allons pas, malheureusement, là, vous avez à la fois vous ici. Non, mais c'est tellement vendu qu'il a été difficile pour vous de trouver un exemplaire. En tout cas, sachez-le, nous on a été conquis. En tout cas, moi personnellement, j'ai été un peu conquis. On va en parler. Justement, on vous y attendait pas du tout. Pourquoi traiter, pourquoi parler sous la forme d'un polar, d'un récit, à travers des personnages, notamment Scholler, d'accord ? Scholler, oui. Scholler, le Thomas Scholler. Mais avant de parler de Thomas Scholler, qui est un personnage que j'aimerais comprendre, là, vous savez, que j'ai saisi, mais pourquoi traiter des révolutions arabes ? C'est ce que je vous disais au départ, c'est essentiel. Ce qui s'est passé il y a maintenant plus de 2 ans, 3 ans, ce qui s'est passé dans la société, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des gens vont manifester pour renverser un dictateur, et ce dictateur tombe, et à partir de là, il y a un mouvement de basculement. Ça vous a frappé ? C'était inespéré. Cette année 2011, ça vous a frappé ? Oui, vous avez été saisi par ces images qui vous ont... Ça m'a frappé, oui. Je ne pensais pas qu'on pouvait changer une révolution de manière pacifique. Pas par les armes, il n'y a pas eu de putsch, mais vraiment, parce que c'est en Tunisie, parce que la Tunisie, c'est quand même un des pays... Mais rappelez-le quand même, la révolution, elle a été faite par qui ? En partie. Les jeunes, les femmes, les aussi qui se sont fortement mobilisés. Oui, c'est la Tunisie, c'est le pays arabe où le plus haut taux d'alphabétisation, il y avait vraiment une élite, il y avait les structures, donc il y avait une possibilité pour que cette société-là change et bouge. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'elle a changé, elle a évolué ? D'ailleurs, vous dites, dans le cadre d'un interview que j'ai écouté, je ne sais plus du tout où, mais bon, chez un confrère, vous dites, vous regrettez évidemment que les islamistes, les intégristes grattent du terrain. Oui, mais ça, c'était aussi à prévoir, parce que c'était la seule opposition consentie dans tous ces pays, que ce soit en Égypte, c'était normal. À un moment donné, que ceux qui sont le plus structurés puissent acquérir les positions de force. Cependant, ce qui s'est passé en Tunisie encore qu'il y a à peine quelques jours, même quelques semaines, ce changement où la charia a été expurgée, qu'on revient dans quelque chose de, entre guillemets, de plus démocratique, c'est grâce au fait que l'opinion mondiale s'est mobilisée, mais surtout l'opinion tunisienne. Les femmes, les hommes tunisiens ont dit non, nous ne voulons pas ça. Et pourquoi le raconter sous la forme d'un polar, les corps intermédiaires? Il était important pour moi que le lecteur soit aussi diverti. Il ne fallait pas que ça soit un essai. Je suis un romancier avant tout. Ce que j'aime, c'est raconter, divertir, mais aussi divertir de manière intelligente. C'est ça aussi le côté engagé que je peux avoir. Et c'était important. C'est quoi votre pression, Mamadou Mahmoud Ndang, c'est votre forme d'exprimer cela sous la forme d'une fiction? Tout à fait. C'est une forme de vulgarisation pour raconter des éléments graves, intéressants et je trouve même, on me l'a fait remarquer, pertinent sur une situation donnée. Il fallait que je ne fais pas un documentaire, je fais une œuvre de fiction et puis avoir cette liberté-là. Et puis ce personnage, Thomas Scholler, qui c'est ce monsieur, ce personnage métis? D'ailleurs, c'est vrai, presque à un moment donné, c'est un peu confus. Oui, c'est un peu confus dans le sens, c'est lui-même qui est dans une intrigue qui ne comprend plus. Il pensait tout maîtriser et comme le lecteur, il est à un moment donné complètement égaré parce que les événements le dépassent. C'est ce que je vous disais il y a 4 ans, si on vous avait dit que Ben Ali, que Moubarak, que Kadhafi ne seraient plus là, vous auriez dit non, c'est pas possible. Mais pourquoi encore ce choix de métis? Pourquoi le métissage? Pourquoi volontairement avoir pris Thomas Scholler qui est métis? Pour quelle raison? Je pense que l'avenir de notre civilisation, c'est le métissage. On est dans une société où on est
quand on parle de diversité, des choses, on ne peut plus être une entité. Il faut vraiment, on se rencontre les uns les autres grâce aux réseaux. Par exemple, on a parlé de la révolution tunisienne, mais il faut savoir que les réseaux sociaux ont fait énormément de choses. Par exemple, Internet, ne serait-ce ce qui se passe en Syrie. Il y a 20 ans, 30 ans, le père de Bachar avait massacré, rayé carrément un village, toute une région. Mais qu'est-ce qu'il faut dire ça quand même tout de même? Vous dites qu'aujourd'hui, ça passe par le métissage. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Finalement, aujourd'hui, on a affaire à une population mondiale qui est plutôt métissée. Oui, ça passe par le métissage parce que justement, et c'est pour ça que je reviens aux réseaux sociaux, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, on le sait grâce aux réseaux. Ça veut Absolument, au monde digital. Voilà, au monde digital. Je te passe l'information et tu le relais. Et c'est pour ça, moi, le métissage, c'est ça. C'est qu'on n'est plus dans quelque chose de communautariste, on est quelque chose de diversifié. Un roman, un récit plutôt réussi, bravo. Réussi, il s'intitule Les corps intermédiaires. Mais dernière question, mon cher Mahmoud Ndango. Non, pas Ndango, Ndang. Absolument. Finalement, vous courez après le succès, comme beaucoup de gens, quand on est chez Gallimard. Ah oui, c'est indéniable. C'est une maison prestigieuse, Gallimard. C'est pas qu'on court, c'est qu'on est arrivé au succès quand on est chez Gallimard. Là, vous courez après le succès. Ah non. Non. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc quoi je cours après, c'est sur mon prochain livre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Il va être question d'Afrique du Sud et de l'histoire du fascisme. Du fascisme. Bon, en tout cas, écoutez, ici, vous êtes le bienvenu pour le traiter, pour venir en parler. Merci vous nous tiendrez au courant? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, tout le monde y passe, personne n'y échappe. Ça s'appelle le 5 secondes le 5 questions en 10 secondes. On me reproche souvent que j'inverse les trucs. Eh ben non, 5 secondes en 10 secondes, c'est parti, allez. C'est pas une phrase comme le font la majorité, c'est un mot. Que représente pour vous l'Afrique? Un mot. Un mot? Un continent. L'Afrique, quelle priorité selon vous? Un mot. La liberté. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous sans langue de bois, monsieur Ndang? La corruption. Oh, ça tape fort, hein. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Pour demain. Et enfin, un dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent, peut-être en parlant de votre dernier ouvrage, Les corps intermédiaires, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ceux qui vous regardent ce soir, à la fois sur Télé Sud et sur numéro 23? Elle est dans les librairies. Très bien, franchement rien à dire. Bravo à vous, Mahmoud Ndang, photographe, cinéaste et auteur de ce remarquable roman qui s'intitule Les corps intermédiaires. Le débat continue, vous le savez, sur la page Facebook. Vous pouvez tout à fait poursuivre, commenter, réagir sur la page Facebook qui s'intitule Ça fait débat, c'est tout simple. Vous cliquez, vous mettez j'aime et vous réagissez. Et puis sur Twitter, CFD. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. On se retrouve, nous, vous savez, la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.